Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les titres de ce 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan revient de Toulouse en France, visite qui s'est soldée par la signature d'un accord avec la société européenne Airbus. L'accord vise à soutenir le développement de l'industrie aéronautique et spatiale en Côte d'Ivoire. On parlera aussi de la coopération Côte d'Ivoire-Allemagne qui se renforce dans le domaine de la formation professionnelle. Les deux pays ont signé un accord. Plus de 3 milliards de francs CFA seront dégagés pour appuyer la formation en énergie renouvelable et efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. Le dossier de ce 20h nous conduit dans l'univers des écoles confessionnelles islamiques. Comment sont-elles organisées? Qu'enseigne-t-on dans ces établissements confessionnels islamiques? Et quels sont les débouchés? Y a-t-il des conditions à remplir pour fréquenter ces écoles? Élément de réponse tout à l'heure. Le mondial 2018 se poursuit en Russie. Deux équipes africaines, l'Égypte et le Maroc, ont fait leur entrée dans la compétition ce vendredi. Mais les Pharaons et les Lions de l'Atlas ont raté leur première sortie en se faisant battre respectivement par l'Uruguay et l'Iran. Soyez les bienvenus sur RTI1. Commençons tout de suite par ces images de l'arrivée du vice-président ivoirien ce vendredi à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan revient de Toulouse en France où il était en visite de travail. Une visite fructueuse qui s'est soldée par la signature d'accords entre l'État ivoirien et la société européenne Airbus. À son arrivée ce vendredi dans la capitale économique ivoirienne, il a été accueilli par des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Voilà, visite fructueuse pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan à Toulouse, en France. Il a obtenu la signature d'un accord cadre entre l'État ivoirien et la société européenne Airbus. Cet accord vise à soutenir le développement de l'industrie aéronautique et spatiale ici en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abola est notre envoyé spécial. Deuxième journée consécutive passée à Airbus à l'occasion de son séjour toulousain en France, la journée de ce vendredi 15 juin 2018. Une étape importante pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan et la délégation qui l'accompagne au cours de cette visite à Toulouse. La signature d'un protocole d'accord entre la République de Côte d'Ivoire et Airbus en est l'un des temps forts. Pour Airbus, c'est un grand plaisir de signer cet accord aujourd'hui qui crée les conditions de développement d'un écosystème où Airbus vient apporter son savoir-faire pour le développement de la Côte d'Ivoire dans un certain nombre de domaines. Le domaine de la formation, le domaine de la sécurité et le domaine de la croissance sur les activités aériennes. Nous sommes heureux de cette signature. Comme je l'ai dit donc à nos frères d'Airbus, ça fait depuis un certain temps que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a souhaité que ce dossier aboutisse rapidement. C'est un dossier important dans la formation, le capital humain. Disons que l'école supérieure des métiers de l'aéronautique doit être mise en place au niveau d'Abidjan, avec une coopération entre Airbus et l'INPHB, mais aussi avec la partie française et puis le gouvernement français et la Côte d'Ivoire. Et je pense que ça va donc augmenter le nombre des écoles. Je crois qu'on avait déjà 10 écoles déjà au niveau de l'INPHB. On va passer à 11 grandes écoles là-bas. C'est important, former des pilotes d'avions, d'hélicoptères et des maintenanciers. Après la cérémonie de signature, une présentation générale de Airbus est faite à la délégation ivoirienne conformément au partenariat avec Air Côte d'Ivoire, vu comme leader en Afrique de l'Ouest. Étape également marquée par une visite guidée. C'est l'occasion pour la délégation ivoirienne conduite par le vice-président Daniel Kablan-Duncan de découvrir l'usine de fabrication des avions de Airbus. Une usine découverte dans plusieurs de ses compartiments. C'est également avec beaucoup de plaisir que la délégation ivoirienne, pour terminer, va découvrir l'intérieur des avions série A320, A330, A350 et A380, pratiquement au point pour être opérationnel très bientôt. Et on va poursuivre notre visite toujours en France avec notre reporter Francis Boifo qui nous fait découvrir l'usine d'assemblage de l'Airbus A320. C'est à Toulouse, une usine qui se développe grâce au partenariat avec plusieurs structures. Juillet 2017, le président Alassane Ouattara, en compagnie de son homologue du Burkina Faso, visite avec fierté l'un des deux avions Airbus A320 de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Ces avions de dernière génération ont été fabriqués à Toulouse, en France. C'est la ville de l'aviation par excellence en Europe,
puisqu'elle abrite le siège d'Airbus, leader dans la fabrication des avions commerciaux. Aujourd'hui, Airbus fabrique pas loin de 60 avions par mois, des A320, des A330, A350, A380. Plus de 7000 commandes à ce jour, représentant 10 ans de production pour un chiffre d'affaires moyen de 29 500 milliards de francs CFA. À Toulouse, notre équipe de reportage a pu visiter l'usine d'assemblage de l'A320. Des dizaines d'avions sortent de cette usine par an et les délais de livraison sont respectés selon les responsables du groupe. L'organisation industrielle reste la force d'Airbus. Nous sommes partis du constat que dans ces 4 pays, il y avait de vrais savoir-faire, il y avait des compétences. En Angleterre, il y avait des usines qui fabriquaient déjà des avions. Il y avait en Allemagne des compétences dans le secteur métallurgique. En France aussi, nous avions développé le Concorde, la Caravelle, et en Espagne également, une aviation efficace. Donc nous avons décidé non pas de tout recommencer, mais de s'appuyer sur ces savoir-faire dans ces pays et de spécialiser les usines qui existaient. Donc chaque usine aujourd'hui qui est impliquée dans le système Airbus, il y en a 11 en Europe, est spécialisée dans un morceau, une partie de l'avion. Et ensuite, ces parties sont collectées, assemblées sur les chaînes d'assemblage final à Toulouse, à Hambourg, en Chine depuis 10 ans, à Tianjin, et aux États-Unis depuis 2 ans, à Mobile, en Alabama. Avec 11 sites de production, 4 sites d'assemblage et 5 centres de formation dans plusieurs pays à travers le monde, le groupe Airbus veut créer une aviation plus efficiente. Beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui travaillent pour Airbus, elles ont su s'allier, faire des alliances, rajouter leurs compétences, additionner leur savoir-faire. Elles ne sont pas restées toutes seules, elles ne sont pas restées isolées. Elles ont su grandir par des croissances externes en s'associant à d'autres partenaires, en s'adossant à d'autres entreprises du même secteur pour construire une véritable logique de filière industrielle. C'est ce qui fait le succès aujourd'hui d'Airbus en Europe. Voilà qui invite à la promotion du partenariat d'affaires dans les différents secteurs d'activité. En tout cas, le modèle d'Airbus lui réussit. Nous allons changer de décor maintenant. Je vous conduis dans les locaux de l'Assemblée nationale ici à Abidjan, là où le président du Parlement ivoirien a échangé avec plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro s'est entretenu avec les ambassadeurs du Canada, du Burkina Faso, de la Palestine, de Cuba, des Pays-Bas et de l'Iran. Les échanges ont porté, entre autres, sur le renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et ses différents pays. La Côte d'Ivoire entretient aussi de bonnes relations avec l'Allemagne, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Le secrétaire d'État Touré Mamadou et l'Agence allemande pour la coopération internationale ont signé un accord. Plus de 3 milliards de francs CFA seront dégagés pour appuyer la formation en énergie renouvelable et efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. Sephora Zegui, Franco Adio signe ce reportage. Un aide-mémoire portant sur un projet de plus de 3 milliards de francs CFA signé entre le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Agence allemande pour la coopération internationale GIZ. Cette aide-mémoire à la réalité, une feuille de route vise à aboutir à un contrat d'exécution de projets d'appui à la formation professionnelle dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. La bonne coordination et la coopération entre le secteur public et le secteur privé est la condition primordiale pour atteindre un niveau plus performant de la main-d'œuvre spécialisée. Formation initiale, formation professionnelle continue et dialogue entre les établissements et le secteur privé, ce sont les 3 champs visés par le projet. Il devra contribuer à l'amélioration de la formation pour une main-d'œuvre de qualité, un partenariat important pour l'État ivoirien. Je me réjouis de la signature de cette aide-mémoire qui marque un pas significatif vers la conclusion prochaine d'un accord spécifique de formation professionnelle dans le domaine de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. La signature de l'aide-mémoire de ce jour augure de perspectives meilleures qui permettront, à n'en point douter, de revitaliser le partenariat en matière de formation professionnelle amorcé entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Pour rappel, la signature de ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives prises en marge du sommet du G20 entre le chef de l'État Alassane Ouattara et la chancelière allemande Angela Merkel.
C'est toujours le choc à Yamoussoukro après l'effondrement d'un immeuble en construction au quartier millionnaire de la ville. Plus de 2 jours après le drame, des personnes sont encore prisonnières des décombres. Le nombre de morts est monté à 6. Le gouvernement a dépêché 2 émissaires sur place pour soutenir les familles et faire le point de la situation, comme nous le rapporte Kader Sogodogo. De 2 jours que des ouvriers sont encore prisonniers sous les gravats de l'immeuble qui s'est effondré à Yamoussoukro. Le gouvernement, préoccupé par ce drame, a dépêché 2 émissaires sur les lieux. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Un constat est vite fait. D'abord, c'est un sentiment de tristesse parce que nous sommes en train de chercher encore des corps. Donc là, on vient d'en trouver un. Donc il y a des disparus encore sur le site. Il y a des blessés. Les blessés, pour beaucoup, ont pu gagner le domicile. Il y a un blessé qu'on va aller voir tout à l'heure à l'hôpital qui va subir une opération. Et on va faire le point et repartir vers le gouvernement pour présenter la conclusion de notre mission sur le terrain. Il faut aller doucement. Il faut chercher on ne sait pas dans quelle position sont les personnes. Est-ce qu'elles sont survivantes? Donc on veut bouger le moins possible les grands blocs, accéder aux personnes, faire des recherches pour pouvoir les sortir, si possible vivantes. Le gouvernement demeure aux côtés des familles des victimes. Je pense que compte tenu de la gravité de l'événement, le gouvernement, nous a demandé aujourd'hui même de tout à fait cessante de venir avec monsieur le ministre de la Construction pour venir voir la situation sur le terrain avec bien sûr toutes les autorités administratives locales et également apporter le mot de compassion du gouvernement à toutes les victimes. Il est rassuré que le gouvernement sera à leur côté pendant cette période de deuil. Et également les rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre, en tout cas, pour pouvoir retrouver les survivants ou bien retrouver éventuellement les corps si c'est le cas. Donc c'est un appel que nous lançons à toutes les populations, de pouvoir en tout cas s'unir en prière pour cet événement qui vient d'avoir lieu à Yamoussoukro. Le nombre de morts est passé à 6. Difficile de dire combien de personnes sont encore sous les gravats. Des corps sont retirés chaque jour. Sur la vingtaine de blessés, un seul est encore à l'hôpital à ce jour. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a offert la somme de 5 millions de francs CFA pour soutenir le comité de coordination des opérations de secours. Une somme remise au préfet de Yamoussoukro qui préside le comité. Dans le domaine agricole, la Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 géants du cacao avec plus de 60% de la production mondiale, travaillent à booster la production et conserver le leadership au plan international. Après la déclaration d'Abidjan des présidents ivoiriens et ghanéens le 26 mars dernier, le Conseil Café Cacao et le Ghana Board font des propositions de plans stratégiques pour de meilleurs résultats. Cheikh Koné. Le Conseil du Café Cacao et le Ghana Cocoa Board renforcent leur coopération. Pendant 2 jours de travaux intenses, les 2 leaders mondiaux du cacao sur le marché international avec 60% de l'offre mondiale entendent définir une politique commune pour être plus compétitive. Il y a des questions majeures que nous devons régler pour rapprocher nos politiques de recherche, nos politiques de commercialisation, et de manière à ce que le monde du cacao sache que nous sommes ensemble. Nous avons des politiques commerciales différentes. Nous allons les rapprocher. La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent aller vers un prix plancher pour que chaque fois que nous irons au marché, qu'on sache qu'on ne pourra plus proposer n'importe quel prix sur le marché pour ce qui concerne le cacao, la Côte d'Ivoire et du Ghana. Cette rencontre des experts ivoiriens et ghanéens a lieu suite à la volonté commune des chefs d'État Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo. Une volonté finalisée par la signature d'une déclaration commune concernant les prix marchands du cacao. Sensibiliser le secteur privé africain en vue d'investir dans la transformation du cacao, promouvoir la consommation sur le plan local et régional et dans les pays émergents sont les recommandations majeures de cette réunion bipartite. On en arrive à notre dossier de ce 20h. Le dossier VDC nous mène ce soir dans l'univers des écoles confessionnelles islamiques. Comment sont-elles organisées? Quelle est leur histoire?
Qu'enseigne-t-on dans ces établissements confessionnels islamiques et quels sont les débouchés? Y a-t-il des conditions à remplir pour fréquenter ces écoles? Élément de réponse dans le dossier vide ici, réalisé par Issa Chonayeo. Séance de cours dans une école coranique. Nous sommes à Koumassi dans une école traditionnelle islamique appelée Dougoumakala. Enseignement à même le sol en langue malinké. Ici, pas de table banc. Dans leurs mains, des tablettes sur lesquelles on peut observer une inscription en langue arabe. Ce sont des sourates que ces enfants apprennent à mémoriser. C'est la première forme de l'enseignement du Coran. Les apprenants récitent les sourates à haute et intelligible voix. Dans ce type d'enseignement, une seule alternative, devenir un érudit du Saint-Coran afin de diriger la prière dans une mosquée ou l'enseigner à leur tour dans des établissements coraniques. Les premières écoles coraniques dans leur forme traditionnelle apparaissent en Côte d'Ivoire à la fin des années 1930. Elles vont connaître par la suite plusieurs mutations. Du Dougoumakala, ou école traditionnelle de l'apprentissage du Coran, l'on est arrivé à l'école franco-arabe, puis à la Médersa, une version améliorée de cet enseignement islamique qui reste dominé par l'apprentissage de la langue arabe et la maîtrise du Coran. Mémé Diallo est un pur produit de ce système. Aujourd'hui, il exerce comme infirmier major à l'hôpital général de Koumassi. J'ai commencé mes études par l'école coranique. Après, j'ai obtenu une inscription au Maroc. J'ai fait le lycée au Maroc. Ça aussi, c'était l'arabe. Et puis après, j'ai fait maintenant le concours des infirmiers. Alors, j'ai commencé à travailler dans le privé pendant 5 ans. Et puis après, j'ai passé le concours de l'intégration à la fonction publique. Il a fallu attendre le milieu des années 1990 pour que les écoles confessionnelles islamiques obtiennent de l'État de Côte d'Ivoire une reconnaissance officielle. Le processus va s'accélérer à partir de 2011. C'est le cas de l'Institut Mahama Sissé Sabil Nadia à Koumassi. Cette école, reconnue par l'État de Côte d'Ivoire en 2011, applique le programme officiel du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les programmes qui sont dispensés dans les autres écoles, ce sont ces mêmes programmes que nous suivons ici. Ici, ce qui fait l'avantage de plus, c'est que les élèves apprennent en même temps 2 langues à la fois, je dirais le français et l'arabe. Ça leur donne un avantage et ça fait que les élèves assimilent bien. Pour susciter chez les enfants l'intérêt de l'enseignement de la langue française, de nombreux enseignants ont leur méthode. Cet enseignant, par exemple, opte pour la version chantée du cours de français dans cette classe de CM2 au groupe scolaire islamique Aboudraman Traoré. La discipline, la rigueur, la connaissance du prophète Mohammed constituent le fondement de l'enseignement islamique. Aujourd'hui, avec la montée du terrorisme et du djihadisme, ces écoles introduisent dans leur programme de cours ces questions pour ne pas associer l'islam à ces 2 notions. Le terrorisme, c'est une marque de l'ignorance, parce que le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Voilà. Mais la seule chose qui peut donc aider nos enfants aujourd'hui à comprendre ça, c'est d'être dans le milieu de l'éducation. Exigence des temps nouveaux autour des apprenants et des enseignants de diverses confessions religieuses. C'est vrai, je ne suis pas musulman, mais vu que l'islam prône, veut dire la discipline, la rigueur et puis également l'obéissance, c'est tous ces atouts qui m'ont motivé à venir enseigner ici. Une ouverture qui ne fait pas oublier les nombreuses difficultés que rencontre l'enseignement islamique. Les promoteurs ont des difficultés pour constituer les dossiers qu'il faut pour être reconnus. Donc nous demandons à l'État d'alléger un peu
cet état de jeu. Malgré ces difficultés, l'enseignement islamique reste dynamique. Il offre des opportunités à ses élèves qui peuvent intégrer les universités ou grandes écoles après l'obtention du bac. Des ressources humaines potentielles pour l'administration et les entreprises. Quand on fait l'école coranique, sincèrement, ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit parce que, vous pouvez imaginer, on nous demandait de mémoriser le Coran. Et mémoriser le Coran arrive même à ouvrir l'esprit. Nous n'avons pas, je dirais, la même manière de réviser comme les autres. Ce que nos camarades vont prendre 2 pages pour pouvoir mémoriser, nous pouvons mémoriser tous ces cours-là. L'enseignement islamique dans sa forme moderne actuelle est en pleine expansion. Sur 3000 demandes d'école, 325 ont obtenu l'agrément de l'État de Côte d'Ivoire. Au niveau des performances scolaires, les résultats dans les établissements sont à un taux de plus de 80% de réussite aux différents examens de fin d'année, au primaire comme au secondaire. Nos grands défis restent la construction de nouveaux établissements secondaires et des universités. À ce jour, une seule université. Voilà, c'était le dossier Vite d'ici sur les écoles confessionnelles islamiques, dossier réalisé par Issa Tchonayeo du service Société et Grandes Enquêtes de la rédaction de RTI1. On va maintenant sur le terrain politique. La secrétaire générale adjointe chargée de l'éducation et de la formation au RDR, Bakayoko Liramata, était en tournée dans la région du Nzi. Elle a échangé avec la population sur le parti unifié RHDP. Olivier Iriebi, Sidonie Davila pour le reportage. Créer le consensus au sein de la classe politique ivoirienne, membre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, pour une adhésion massive au projet du parti unifié. C'est le message que la secrétaire générale, adjointe chargée de l'éducation et de la formation du Rassemblement démocratique des Républicains RDR, à la tête d'une délégation, est venue apporter aux militants et sympathisants de la région de Dimbokro. Selon elle, le RHDP est un gage de développement pour la Côte d'Ivoire. Qu'il s'agisse de la diaspora de la région du Zi, de la diaspora ivoirienne, de quoi au RHDP de s'engager dans la mise en œuvre du parti unifié pour les nouveaux majeurs. Pour que le RHDP triomphe, il faut être sur la liste électorale. Présents à cette rencontre, les représentants des partis membres du RHDP ont exprimé leur engagement d'œuvrer pour la réussite du processus d'enrôlement et du projet du parti unifié dans leur région. Aujourd'hui, il est demandé à nos jeunes gens de s'enrôler afin d'être inscrits sur la liste électorale. C'est à cela que nous travaillons. La plateforme convenait pour lancer ce message-là. Du 18 au 24 juin prochain se déroulera l'opération de renouvellement de la liste électorale en vue des prochaines élections dans le pays. Le ministre Patrick Kachi, vice-président du PDCI, était lui en tournée dans les régions de l'Agné-Bitiassa et de Lamé. Une tournée d'explication sur le parti unifié RHDP. Il s'est aussi prononcé sur l'enrôlement, à savoir la révision de la liste électorale. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Venus des 250 sections de base de la région de l'Agné-Bitiassa, les responsables locaux du PDCI RD ont pris d'assaut la salle des fêtes de la mairie d'Agboville. Ces militants sont venus échanger avec le vice-président du parti en charge des régions de Lamé et de l'Agné-Bitiassa. 3 sujets majeurs ont été abordés au cours de cette rencontre, à savoir le parti unifié, le choix des candidats pour les élections locales et la prochaine opération de révision de la liste électorale. Le ministre Patrick Kachi a démontré aux militants la nécessité de la mise en place du RHDP unifié. Toute autre alternative que l'alliance PDCI et RDR n'est pas viable. Aucune autre alliance que celle-là ne peut permettre au pays de maintenir sa stabilité et de se développer. Je ne crois pas, personnellement, pour ce que je sais, que le président Bédié puisse se lever et nous guider vers un chemin dont il n'a pas l'intime conviction que c'est le chemin de la solution et de la voie, non seulement pour nous le PDC, mais également pour le pays tout entier. Nous continuons de le suivre. Je vous demande de continuer à le suivre et je ne pense pas qu'il nous amènera à l'erreur. Après Agboville, Kapsu-Azopé, ici, les délégués venus des 3 départements de la région de Lamé ont été entretenus par les ministres Yandou Fofana, Kobeno Kwasi Adjoumani, appui du ministre Patrick Kachi, cadre de la région de Lamé.
Tous ont exhorté les militants et surtout les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. En raison du temps très limité, qu'ils sortent nombreux et qu'ils se fassent enrôler. La victoire du RHDP passe par l'enrôlement de nos militants. Le prochain bureau politique du PDCI-RDA, prévu pour le 17 juin 2018, était également au centre des discussions. Rendons-nous compte que le PDCI que Oufoué nous a légué a changé. Et il faut rassembler les enfants d'Oufoué pour bâtir une Côte d'Ivoire encore plus forte. Et c'est cela qui nous commande à vous recommander fortement que le 17 juin, à ce bureau politique, on fasse entendre la voix de la MÉ pour que demain, l'histoire retienne que la MÉ était là pour indiquer le chemin à suivre. Les envoyés du président Henri Konan Bédié ont rassuré les militants de la volonté du président du PDCI-RDA à contribuer davantage à la construction d'une nation apaisée et prospère. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre des Sports et des Loisirs, Albert François Amichia, a apporté sa compassion aux étudiants et à la famille de Priva Dié, le jeune étudiant de l'Institut national de jeunesse et des sports, décédé suite à un tragique accident il y a quelques jours dans l'enceinte de l'INJS. Fin de ce 20 supervisé par Hugues Hervé Blé, réalisé par Baker. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.